Monsieur Colli. Bonjour, honorable assistance. En fait, dans un premier temps, j'aimerais quand même adresser mes sincères remerciements à Madame le professeur Maria Graciette Bess, avec qui, bien entendu, qui a la disponibilité et la bienveillance de suivre mes recherches à l'Université Paris 4 Sorbonne. Comprenez. Donc, le livre qui paraît actuellement, je profite de la même occasion pour adresser mes remerciements à mes professeurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous comprenez, à mes collègues, pour avoir été, pendant un laps de temps, mes mentors. Vous comprenez. Donc, ceci étant dit, je vais tout droit au sujet. Donc, en fait, l'intitulé, bien entendu, de cet ouvrage, Le Vantage de sang de Saramago, une poétique de l'exclusion, il s'agit en fait, bien entendu, du résultat de mes recherches académiques sur la problématique de l'exclusion. Et il s'agit en fait, bien entendu, d'une modification partielle de ma thèse de doctorat qui a été défendue publiquement, présentée publiquement le 7 décembre 1910, le 7 décembre 2010, bien entendu, à l'Université Paris 4 Sorbonne, et qui a bénéficié, bien entendu, de la mention très honorable à l'unanimité. Donc juste après, j'ai entrepris les démarches nécessaires pour sa publication au niveau de l'Harmattan Paris. Ce qui a été plus ou moins un succès, entre guillemets, si je puis dire ainsi. Donc ceci étant dit, sans trop tarder, je vais passer à la présentation du livre en tant que tel, l'histoire du livre Le Vantage de sang de Saramago, une poétique de l'exclusion. Il convient d'affirmer que dans un premier abord, bien entendu, lorsque je préparais cette thèse de doctorat, le livre n'a pas encore été publié en français. C'est bien après, je pense qu'en 2014, que le livre a été comment dirais-je, traduit en langue française. Et son titre original, c'est donc Relevé de terre. Pourquoi Relevé de terre? Parce que dans un premier temps, comme le disait, on critique bien entendu qui fait autorité dans le domaine de la littérature portugaise, le regretté Duarte Faria. Il disait que la trame du roman se situe entre le XVIe siècle, entre le XVIe siècle et 1980, donc le XXe siècle. Vous comprenez? Donc fondamentalement, cet ouvrage retrace, si je puis dire ainsi, la saga familiale d'une famille de ruraux, la famille Mao Tempu, donc du XVIe siècle, sur 4 générations, du XVIe siècle jusqu'à 1980. Bien, pourquoi avoir choisi José Saramago? En fait, nous avons porté notre choix sur José Saramago parce que fondamentalement, c'est lui qui semble incarner, bien entendu, cette poétique de l'exclusion. Parce que cela s'inscrit également dans la suite de mes recherches antérieures sur la problématique de l'exclusion. Parce que quand je préparais mon mémoire de maîtrise, j'avais travaillé sur la problématique de la solitude dans Siddhartha solitaire de Fernando Namora, qui est de fait un auteur néo-réaliste. Maintenant, après cela, lors de mon DEA, j'ai eu l'opportunité, bien entendu, de travailler sur la parole des exclus dans Utopia Selvagem de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro qui est, bien entendu, un écrivain brésilien. Donc, cela veut dire que la problématique de l'exclusion s'inscrit, bien entendu, si je puis dire ainsi, dans la suite logique de mes recherches antérieures. Bon, pourquoi avoir porté mon dévolu sur José Saramago? Parce que tout simplement, José Saramago est l'unique prix Nobel de littérature dans la littérature lusophone, et je veux dire la littérature portugaise. Vous comprenez? Donc bien avant, il y avait Camões, il y avait aussi Fernando Pessoa, qui était très connu en milieu francophone du monde. Okay? Donc, principalement, c'est pour cette raison fondamentale que j'ai mis mon dévolu sur Le Vantage de sang de José Saramago, parce que cela répondait d'une certaine manière à mes aspirations sur la problématique de l'exclusion. Bien. Bien. Du point de vue des thématiques étudiées dans l'ouvrage, il convient de mettre en exergue la poétique de l'ironie. L'ironie joue un rôle fondamental dans cet ouvrage. Il y a également la parodie. Il y a également la dimension idéologique et esthétique du livre. Et tout cela pour répondre à une question fondamentale qui nous a toujours animés, c'est-à-dire tout simplement ne rien dire
sans que cela n'ait un rapport, bien entendu, avec la problématique de l'exclusion qui demeure le centre de gravité de notre recherche. En fait, nous convoquons José Saramago uniquement dans l'optique de donner une certaine efficacité à notre démonstration relativement, bien entendu, à la problématique de l'exclusion dans le roman. Donc, il y a plusieurs paramètres qui ont été étudiés. Par exemple, nous avons parlé de l'exclusion socio-économique dans l'ouvrage, l'exclusion socio-économique. Donc, il convient de partir d'un postulat, c'est-à-dire que nul n'est exclu ex nihilo. On est toujours exclu par rapport à quelque chose, par rapport à un centre. Vous comprenez? Parce que la société en tant que telle peut être considérée comme un espace socialisé. Donc, ce qui fait qu'il y a la dimension spatiale également qui apparaît dans notre étude. Vous comprenez? Donc, ceci étant dit, bon, nous avons dans une certaine mesure parlé de cette thématique, développée, et la publication du livre remonte à 1980. En 1980. Avant cela, José Saramago avait produit un premier ouvrage, alors qu'il avait à peine 25 ans, et ce premier roman est intitulé Terra do Pecado, dont la première parution remonte à 1947. Vous comprenez? Ensuite, il a écrit un autre roman, Manuel de Pintura et Calligraphia, vous comprenez? Et juste après, une partie de son œuvre poétique, O Ouvido, Os Poemas Possíveis. Donc fondamentalement, c'était la démarche qui a été entreprise par José Saramago. Bien. Et il a valu d'ailleurs le prix Nobel en 1998. Tout à fait. Et en fait, le prix Nobel de littérature lui a été consacré par l'Académie Nobel, donc pour sanctionner, dans le sens positif de la lexie, pour sanctionner, bien entendu, tout le parcours romanesque, tout le parcours en tant que littérateur, en tant qu'écrivain de José Saramago en fait. Parce qu'il convient de dire que c'est un auteur qui a vécu les moments charnières, si je puis dire ainsi, de la vie politique et intellectuelle portugaise. Parce qu'il est né en 1922, il a connu la monarchie avec ses errements, ses qualités et ses défauts. Il a connu également l'avènement de la Première République, dont la date remonte à 1910 au Portugal. Il a connu également la révolution des Zéhés, qui a eu lieu, bien entendu, après le mouvement des forces armées, après le mouvement des capitaines, le 25 avril 1974. Donc, en fait, si vous voulez, José Saramago, qui se présente comme un écrivain littérairement isolé, comprenez-vous, donc a voulu rendre hommage aux gens qui n'ont pas droit à la parole, c'est-à-dire les populations rurales, la paysannerie dans le domaine de prédilection des auteurs néoralistes, à savoir, bien entendu, l'Alentejo. Parce que l'Alentejo a toujours été le centre de cette école littéraire. Je veux parler de l'école néo-réaliste. Mais en fait, comme le disait Carlos Reis disait que certainement l'œuvre de José Saramago a été écrite, bien entendu, après, ne peut pas être insérée fondamentalement comme faisant partie du mouvement littéraire néo-réaliste. Parce qu'il y a une certaine originalité qui le différencie. Il y a certes des points de convergence. Il y a des points de convergence, notamment quand il parle de l'exploration, de l'exploitation, bien entendu, des enfants, le travail des enfants, quand il parle de l'exclusion de la femme, et en même temps, quand il parle du travail, parce qu'en principe, comme le disait Karl Marx, le travail doit être source de libération. Mais nous voyons que dans l'Alentejo que représente José Saramago, tel n'est pas le cas. Parce qu'il y a une certaine exploitation des masses populaires défavorisées. Voilà, donc ce qui va être une espèce de Bildungsroman, un roman d'apprentissage, qui va permettre à cette population exclue de pouvoir accéder à la maturité idéologique. Et cela s'est réalisé fondamentalement grâce, par exemple, à la distribution de tracts au niveau de la population, qui a été entamée par certains ouvriers agricoles conscients, comme Jean Mautempo, Sigismundo, n'est-ce pas? Ce sont des personnages du roman, qui ont des affinités avec Phariseu, qui incarne notamment
le statut de l'ouvrier conscient dans la littérature néo-réaliste. C'est de ce point de vue-là qu'on peut dire qu'il y a des convergences, il y a des points de convergence entre la littérature néo-réaliste, bien entendu, et cette œuvre fondamentale de Joseph Saramago que est Le Vantage du Sang. Vous comprenez? Qu'est-ce qui arrive à la famille rurale dans Le Vantage du Sang? Bien. Il convient de dire que d'abord, dans un premier temps, la première génération de cette famille rurale est incarnée par Domingos Mautempo et Sarah de Conceição. Vous comprenez? Qui sont, bien entendu, qui constituent la première génération de ruraux, dont l'auteur essaie de donner la parole. Mais cette famille, c'est-à-dire cette première génération, est caractérisée par un certain manque de conscience politique, vous comprenez? Donc, ils avaient une attitude un peu réactionnaire, et le mari du couple référé avait une certaine caractéristique, c'est-à-dire qu'il avait un faible pour la beuverie. Et donc, il n'hésitait pas, par exemple, quand il faisait le tour des tavernes de la région, une fois rentré à la maison, d'être un père fouettard, si je puis dire ainsi, parce qu'il frappait son épouse, il n'avait aucune considération pour ses enfants. Donc la figure, bien entendu, de ce personnage converge un peu avec la figure de Ahasverus. Et Ahasverus, bien entendu, c'est le juif errant. C'est le juif errant. Donc, qui se caractérise par quoi? C'est-à-dire que ce personnage, bien entendu, est considéré comme quelqu'un qui remonte trop longtemps par vision rétrospective dans le temps. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit d'un cordonnier maudit qui avait refusé d'apporter son secours au Christ, lors, bien entendu, de la passion du Christ. Vous comprenez? Donc, sa figure se confond un peu avec Ahasverus, parce que, bien entendu, il se caractérise par son faible pour l'errance, c'est-à-dire il se déplaçait d'une ville à une autre, d'un bourg à un autre et d'un village à un autre, sans but, avec sa famille. Et finalement, puisqu'il avait un faible pour la beuverie, alors il va abandonner sa famille, et finalement, il se suicidera sur un olivier. Vous comprenez? Donc ça, c'est la phase réactionnaire. C'est ce que j'ai appelé la conscience en soi. C'est-à-dire c'est l'aspect de l'apprentissage négatif, l'apprentissage négatif selon les coordonnées idéologiques, bien entendu, du Bildungsroman, qui est le roman d'apprentissage. Ensuite, la seconde génération maintenant est caractérisée par Jean Mautempo. Et c'est le temps des interrogations. C'est le temps des interrogations. Maintenant, les ruraux commencent à sentir plus ou moins le fait qu'ils sont exploités. Ils sont exploités par, bien entendu, l'État, par la trilogie démonatrice État, Église, latifundium. Vous comprenez? Donc c'est à partir de ce moment-là maintenant qu'il va avoir une certaine prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience mesurée. Une prise de conscience mesurée, étant donné qu'il se pose juste des questions. Maintenant, la véritable prise de conscience, ce que j'ai appelé dans le livre La conscience pour soi, cette véritable prise de conscience commence avec la troisième génération, Manuel Spada et Gracinda Mautempo. Vous comprenez donc, Gracinda Mautempo, c'est l'enfant de la première génération, enfin de la seconde génération de ruraux, qui était incarné par Jean Mautempo et Faustina. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de cette période, fondamentalement, que les ouvriers agricoles commencent à prendre conscience de leur exploitation par la trilogie dominatrice État, Église et latifundium, et en même temps essayer d'apporter une solution, bien entendu, à cette situation d'exploitation. Vous comprenez? Donc fondamentalement, c'est ça plus ou moins le drame des ruraux, drame à mettre entre guillemets, dans cet ouvrage fondamental de Joseph Saramago. Mais la liberté et, comment dirais-je, la libération, si je puis dire ainsi, des ouvriers agricoles arrive fondamentalement avec la génération de Maria Adelaide Espada. Et Maria Adelaide Espada, bien entendu, quand il y aura la fin des exclusions, cela va coïncider avec la majorité, bien entendu, de cette jeune fille. Vous comprenez? De cette jeune fille qui avait 18 ans. Donc, c'est elle qui va incarner le futur de la latifundium. Et le livre se termine, bien entendu, avec la résurrection des morts.
Donc c'est ce qui fait aussi le côté fictif, bien entendu, du livre. Hein. Bon, comme le disait Linda Hunchon, c'est une métafiction historiographique. Donc cette fin du roman se présente sous une forme apocalyptique. Hein. Et comme le disait Frank Kermode, apocalypse veut dire fin, mais en même temps aussi, si je puis dire ainsi, naissance d'une nouvelle espérance, vous comprenez, pour les populations rurales de l'Alentejo. Donc fondamentalement c'est ça. Donc nous allons assister à ce qu'on appelle en portugais As Romarias, hein, qui n'a pas d'équivalent en tant que tel en français. Donc époque à partir de quelle période, à partir duquel, bien entendu, les vivants et les morts convivent. Vous comprenez? Donc c'est la fin du roman. Mais il y aura bien entendu un changement, si je puis dire ainsi, du point de vue fondamentalement de la manière de vivre, hein, de la manière de se partager ce bien qu'est la terre. Hein. Donc cela va arriver justement avec la génération de Maria Adelaide Espada. Donc fondamentalement c'est ça. J'ai l'impression en vous écouter, la fin de cette histoire a les senteurs de ville idéologique qu'on connaît bien, le marxisme, le communisme. Absolument. Donc la lutte des prolétaires, etc. pour la libération. Très bien. Donc, comme je le dis dans l'exorde, hein, dans l'introduction de ce travail, bon, il convient de dire que la question, je reviendrai à votre question tout à l'heure, hein, mais pour le moment, j'essaie de faire un flashback, hein, une analepse, pour essayer de vous expliquer fondamentalement pourquoi la philosophie marxiste-léniniste joue un rôle fondamental dans cet ouvrage. Parce que si nous jetons un regard critique, hein, sur l'histoire, vous comprenez, sur l'histoire en tant que telle, on a toujours senti que le fruit du progrès a profité à une minorité au détriment de l'écrasante majorité de la population. Dans la Grèce antique, c'était les étrangers et les esclaves. La Rome antique également, c'était idem. On a vu que même en Égypte, bien entendu, le phénomène d'exclusion a toujours existé. Parce qu'il y avait Pharaon et l'élite sociale, hein, qui dominaient, bien entendu, bon, les esclaves qui étaient obligés de construire les pyramides, etc., les aqueducs, etc. Donc fondamentalement, le phénomène d'exclusion a toujours existé. Alors, dès 1848, hein, Karl Marx avait publié son manifeste du Parti communiste. Et pourquoi avons-nous fait référence à cet ouvrage? Parce que fondamentalement, bon, José Saramago est un communiste convaincu. Je dirais même qu'il était un écrivain athée dans l'acception la plus générale, hein, du concept. Vous comprenez? Donc il a dit que dans une interview avec José Planels, il a dit qu'il a toujours adhéré au parti, il a toujours partagé les idéaux du Parti communiste, hein, du marxisme-léninisme, vous comprenez? Mais il n'adhérera au Parti communiste portugais qu'à partir de 1967. Donc ce fait ne peut manquer d'apparaître dans sa production littéraire. Donc fondamentalement c'est ça. Donc c'est ce qui fait que le marxisme-léninisme joue un rôle fondamental dans le système de dénonciation, hein, que José Saramago essaie de mettre en route, essaie de mettre en exergue. Fondamentalement.